Vous avez trouvé l'observation clé, première épreuve, première étape. Vous avez trouvé l'idée clé, deuxième épreuve, deuxième étape. Et puis, vous rentrez dans la troisième épreuve, l'épreuve que j'appelle du cultivateur. Là, il s'agit de transformer l'idée clé en un objet clé, c'est-à-dire une réalisation, quelque chose qui est tangible dans le monde. Et là, vous avez trois caractéristiques de cette épreuve. Première caractéristique, c'est le temps. Deuxième caractéristique, c'est l'environnement. Troisième caractéristique, c'est la métamorphose. Le temps d'abord. D'abord, c'est une épreuve qui est très longue en durée. J'ai mentionné les 5127 prototypes de Dyson. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que ça prend des années pour faire une innovation. Entre le moment où Darwin a l'idée que les espèces ne sont pas immuables et au moment où il publie l'origine des espèces, son livre, c'est 18 ans de travail, etc., etc., etc. Donc c'est très long. Et surtout, c'est quelque chose que les gens mesurent mal, un fait qui est très important, et je pense qu'il faut en parler, c'est que le temps qui s'écoule dans un projet d'innovation est qualitativement différent du temps qui est celui de l'économie de la production en général. Le temps de l'économie de la production, c'est un temps qui a deux caractéristiques, qui est impersonnel et divisible à volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, c'est Chaplin dans les temps modernes, vous faites un geste qui consiste à serrer un boulon sur une machine. D'abord, n'importe qui d'autre peut faire ce geste à votre place, peu importe. Et puis, vous pouvez décomposer ce geste une infinité de fois, et puis demander à des gens de commencer le geste, de faire le geste au milieu et de le finir. Donc il est divisible à volonté et impersonnel. C'est le fondement du taylorisme, c'est ça qu'il y a derrière. Dans l'innovation, vous avez un temps qui est qualitativement différent. Il est non seulement personnel, mais il est indivisible. C'est un temps de gestation, tout simplement. Je veux dire, et vous ne pouvez pas remplacer la personne qui est en train de faire ça par quelqu'un d'autre. Je veux dire, la métaphore que j'utilise souvent et qui est très parlante, c'est voilà, le temps de gestation d'un enfant humain, c'est 9 mois. Vous ne pouvez pas remplacer la femme qui porte cet enfant pendant 9 mois par 9 femmes qui le porteraient un mois chacun, qui est la logique qui a cours dans nos entreprises, pas simplement au CEA, qui est la logique qui a cours dans l'économie de production. C'est très important de comprendre ça. Et puis, donc, une première caractéristique de cette épreuve, c'est un rapport au temps très particulier. Deuxième caractéristique, c'est l'environnement. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour en parler, mais disons que dans certains endroits, une idée peut se développer et dans d'autres, elle n'y arrivera pas. Ici, on est dans une situation très semblable à ce qui se passe pour une graine. Vous mettez une graine dans une certaine terre avec un certain climat, elle ne va pas pousser. Vous la transposez dans une autre terre avec un autre climat, elle va pousser. Il se passe la même chose avec les entreprises. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça l'épreuve du cultivateur. C'est vraiment cette intelligence de l'innovateur d'être capable de savoir que voilà, l'idée qu'il a, elle va pouvoir ou non se développer dans l'entreprise dans laquelle il est ou dans la sous-division de l'entreprise dans laquelle il est. Et troisième caractéristique, un rapport très particulier à la métamorphose. Entre l'idée initiale et la réalisation, il va y avoir des variations. Et dans le cas d'un projet d'innovation, ces variations sont gigantesques. Celui qui innove ne fait jamais ce qu'il avait imaginé qu'il ferait. Et ça, c'est très important. C'est très important de le comprendre. Pourquoi? La raison de fond, elle est simple à comprendre. Vous faites quelque chose d'innovant, vous faites quelque chose que personne d'autre n'a fait avant vous. Donc, vous ne pouvez pas imaginer à quoi ça va ressembler. Et en particulier, il y a plein de contraintes qui sont dues à l'écosystème dans lequel vous êtes, qui vont faire que votre idée initiale, elle va se transformer. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de la Logan. Quand Louis Schweitzer, qui est le président du conseil d'administration de Renault, lance le projet Logan en 1997, il verrouille 3 principes essentiels. Premièrement, c'est une voiture moderne, à moins de 5 000 €. Deuxièmement, ce ne sera jamais une Renault. Et troisièmement, c'est une voiture qui ne sera jamais vendue en Occident. Elle est destinée à l'URSS et au Brésil. Et puis, en 2002, quand Renault s'apprête à commercialiser la Logan en Russie, eh bien, il la commercialise sous la marque Dacia, qui est la matrice, l'entreprise qui a permis de faire ce projet, de réaliser la voiture. Mais voilà, il se heurte immédiatement à un refus de principe des Russes. Il n'y a aucun moyen qu'ils vendent une Dacia en Russie. Pourquoi? Parce que Dacia, c'est une marque roumaine, et la Roumanie, c'est un ancien pays de l'Est.
Et dans l'imaginaire des Russes, les anciens pays de l'Est, c'est forcément de la très mauvaise qualité. Donc c'est envoyer ce produit à l'abattoir que de le vendre sous la marque Dacia. Donc il y a une surprise, négociation entre Renault et les filiales russes, mais rien n'y fait. C'est un refus de principe. Donc au bout d'un moment, Schweitzer accepte, il renonce à un de ses principes, ce sera une Renault en Russie. En 2004, le deuxième principe fondamental de son projet saute. Il accepte, il annonce à la télévision qu'il va vendre la Logan en France. Mais ce n'est pas une décision, comment dire, volontaire. Il est contraint à faire ça. Pourquoi il est contraint? Parce que la Logan a un tel succès que les gens les achètent en Roumanie et en Russie, et puis les ramènent en France et comment les vendre neuves en France, quoi. Donc en fait, c'est le réseau des concessionnaires Renault qui a l'impression qu'on lui mange la laine sur le dos, si vous me permettez cette expression, et qui impose à Renault de la vendre quand même pour qu'il puisse récupérer un peu d'argent là-dessus. Voilà. Et le troisième principe va sauter dans la foulée parce que cette voiture sera vendue en France 7 500 € et non pas 5 000 €. Donc vous voyez comment ce que Louis Schweitzer avait imaginé au départ n'est jamais ce qui va se réaliser. Et tant mieux. S'il avait absolument voulu conserver l'un de ses principes, il n'aurait jamais réussi. Inversement, il n'a pas fait ce qu'il imaginait, mais il a fait une innovation extraordinaire. Pour ceux qui... Qu'est-ce qui est extraordinaire dans l'innovation Logan? C'est le fait que, pour la première fois, on a cassé un paradigme industriel très fort qui dit qu'on ne peut pas gagner de l'argent en faisant du low cost. Le paradigme dominant dans l'industrie automobile, c'est pour gagner de l'argent, il faut faire du Audi, du BMW, du Mercedes. Et pour ceux qui aiment les chiffres, la part de Renault à l'exportation est passée de 11 à 49% à partir du moment où ils ont vendu le Logan. Et ils en ont vendu, en 2014, le chiffre que j'avais en tête, c'est 900 000. C'est 15 fois l'objectif initial du projet. Donc c'est un succès éclatant. Mais voilà, ce n'est pas du tout ce qu'il imaginait. Entre la graine et le fruit, il y a un monde. Et c'est normal et c'est important. Voilà donc très succinctement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ce que j'analyse du processus d'innovation. 3 étapes, et 3 étapes qui se succèdent dans le temps, et 3 étapes qualitativement différentes. On ne cherche pas la même chose dans la première épreuve, dans la deuxième et dans la troisième. Dans la première épreuve, c'est une observation clé, dans la deuxième, une idée clé, dans la troisième, un objet clé.